Camille Pascal, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa. Vous êtes écrivain, fonctionnaire agrégé d'histoire et petit-fils de Juste, on le précise à ce moment-là parce que dans une tribune publiée il y a quelques jours dans le Figaro, vous écriviez en réaction à ces mains rouges peintes sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah. Est-ce à dire qu'en sauvant des Juifs il y a plus de 80 ans, les Justes de France auraient une responsabilité quelconque dans le conflit israélo-palestinien? Au-delà du symbole bien sûr terrible de ces mains rouges, il y a pour vous une volonté d'effacement d'Israël en tant qu'État juif? En fait, moi, je ne me plaçais pas sur ce registre-là. Je ne suis pas spécialiste des questions du Proche-Orient. Je connais et je m'intéresse évidemment à ce qui s'y passe, mais moi, j'ai voulu parler et faire part de mon émotion comme petit-fils de Juste, parce que mon père n'est plus de ce monde, parce que mon oncle n'est plus en position de prendre la parole. Et que j'ai été giflé, en fait, par cette profanation, et où je me suis dit, mais au fond, on vient reprocher aux Justes de France, peut-être, d'avoir sauvé des Juifs, parce qu'au fond, si on pousse ce syllogisme historique jusqu'au bout, on peut se dire, mais que certains pensent qu'au fond, s'il n'y avait pas eu de survivants à la Shoah, il n'y aurait pas d'État d'Israël. Voilà. Et ça, c'est une chose qui est insupportable sur le plan en conscience. Et par ailleurs, à titre personnel et familial, je me suis dit, mais mes grands-parents n'ont jamais rien demandé. Ils ont hébergé pendant 4 ans une famille, les Newsboom, dans leur masé Sévenol. Ils les ont nourris, protégés. Ma grand-mère faisait des faux papiers. Ils ont été inscrits à l'école. Ils allaient à la messe, parce que ma grand-mère était catholique et voulait qu'ils aient une bonne éducation chrétienne et pensait que ça pouvait les sauver. Ils ont été entretenus, ils ont été nourris, ils ont été... Bon. Pendant 4 ans, ils sont arrivés en 40. Hein. Je sais pas, ils ne sont pas restés 3 jours. Voilà, ils sont restés 4 ans. Alors, évidemment, mes grands-parents ont joué un rôle majeur, mais il y a eu la complicité de toute une population. On est dans les Cévennes, vous savez, et dans les Cévennes où on sait ce que c'est que la persécution religieuse. Hein. On se souvenait encore des dragons de Louis XIV et des conversions forcées. Personne n'a parlé. Il n'y a pas eu une dénonciation en 4 ans, alors que le jeune Gustave Nussbaum qui a témoigné devant Yad Vashem en 92-93 expliquait, et mon père et mon oncle me l'ont raconté, qu'il faisait les 400 coups. Hein, au point, je le raconte dans l'article, parce que je me suis dit, il faut que je raconte... Parce qu'il y a un moment, vous savez, où les principes, les grands mots, la République, ils ne passeront pas, etc. En fait, ces mots sont tués à force d'être répétés. Or, ce que j'ai voulu, c'est dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'a été le quotidien pendant 4 ans, voilà ce qu'ont fait mes grands-parents qui ont été des héros du quotidien et qui n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. D'ailleurs, la médaille des Justes leur a été décernée à titre posthume, parce que je pense que de leur vivant, ils auraient interdit à mon oncle et à mon père de faire la moindre recherche et de demander quoi que ce soit. Ils n'ont pas demandé la Légion d'honneur, ils n'ont pas demandé d'argent, ils n'ont pas de... Moi, mon grand-père a donné tous ses camions. Il avait une entreprise de travaux publics, a donné tous ses camions pour empêcher que les membres du conseil municipal de Ganges, qui est la ville où ils habitaient, ne soient pendus haut et court par l'armée allemande. Ils n'ont rien demandé. Donc, à tout le moins, qu'on ne les insulte pas. Qu'on n'insulte pas leur mémoire, par pitié. Vous avez publié cette tribune juste après qu'on a appris cette profanation. Et là, depuis hier, il y a une nouvelle qui circule. Le fait que la piste a priori suivie par les enquêteurs serait celle d'une ingérence russe, d'une manipulation de notre opinion publique. Est-ce que cela, c'est ce qu'on entend, que ça rendrait l'acte moins grave? Alors, je voudrais vous répondre en 2 points. Le premier, je prends très au sérieux ces informations parce qu'elles viennent du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné est un journal d'investigation. Ce n'est pas une officine sur Internet qui se prête à toutes les manipulations. Bon. Donc, je prends ça très au sérieux. J'attends de voir, évidemment, les conclusions, puisque la justice a été saisie, la police enquête. Et vous savez, en fait, de manipulation, c'est un peu, sans jeu de mots, comme les poupées russes. Vous pouvez toujours avoir une manipulation dans la manipulation. Cela étant... si ces mains rouges ont été apposées par des pieds nickelés ouzbeks pour
introduire davantage de division dans la société française. Mais est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Moi, on m'a dit ça, on m'a dit « Ah, peut-être que tu as réagi un peu vite, pardon ?» Mais enfin, la profanation, elle est là. La mémoire de mes grands-parents, elle est salie. Que ce soit, encore une fois, des pieds nickelés qui viennent de Sciences Po ou qui viennent d'Ouzbékistan, en quoi ma réaction devrait être différente? Pardon, en quoi ma réaction devrait être différente? Dans quel monde vivons-nous où parce que des services secrets auraient essayé de manipuler l'opinion, je devrais fermer ma gueule? Enfin, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Alors, par ailleurs, si tant est qu'il y ait eu manipulation, et moi encore une fois, je prends très au sérieux les informations du Canard enchaîné. Cette manipulation, elle vient bien sur un terreau. Elle prend la suite d'opérations qui sont d'ailleurs peut-être elles-mêmes manipulées, hein, mais qui sont visibles. On a bien vu, et je ne citerai pas, je ne reviendrai pas, mais des établissements universitaires, que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis. Bon, donc c'est bien qu'il y a un problème. Voilà. Et pour ma part, je ne retirerai pas une ligne de l'article que j'ai écrit. Je n'ai visé personne. J'ai simplement dit, voilà ce que ce geste dit, voilà ce qu'il évoque pour moi, voilà ce que mes grands-parents ont fait, et je ne peux pas accepter qu'on leur crache au visage, hein, quelle que soit l'origine du crachat. Donc ça, c'était extrêmement clair pour moi. Après, je n'ai accusé personne. Et j'ai même, si vous avez l'article sous les yeux, j'ai parlé de victimes d'une autre propagande, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas complètement tombé de la dernière pluie. Mais cet article, je l'ai écrit en 3 heures dès que j'ai appris la profanation. Je n'en retirerai pas une ligne. Vous évoquiez Sciences Po. Dans cette tribune, vous écrivez « Voilà le visage de la France qu'une poignée de militants déculturés par une autre propagande vient de gifler ». De façon plus générale, quel est votre regard sur la séquence qu'on vit en France depuis le 7 octobre? Est-ce qu'elle est marquée avec ce mot déculturé par la méconnaissance, par la mauvaise foi? C'est ça qui domine? Je suis consterné. Vous savez, vous l'avez rappelé, j'ai été professeur d'histoire. Bon. Je suis un homme de droite. Bon. C'est un secret pour personne. Sarkozyste qui plus est, ce qui aggrave mon cas. Je suis consterné parce que qu'il y ait débat sur la situation au Proche-Orient est normal. Que l'on s'interroge sur le fait de savoir s'il faut un État palestinien. Je dis bien un État palestinien, pas un État terroriste, un État palestinien. Reconnu par le Concert des Nations. Tout ça est normal. Et qu'on en parle à Sciences Po, qui est une école qui ouvre quand même à la diplomatie, c'est absolument normal. Ce qui me trouble profondément, c'est les œillères que des enseignants, c'est plus grave pour moi, et des étudiants mettent sur cette question. Voilà. Et alors là, pour moi, c'est le sommet, qu'ils s'en prennent à des camarades ou à des étudiants parce qu'ils sont juifs. Mais enfin, j'ai écrit pour Nicolas Sarkozy un discours lorsqu'il s'adressait au CRIF, si mes souvenirs sont bons, en janvier ou février 2011, dans lequel je rappelais que la présence des Juifs en France est avérée depuis l'empereur Claude. L'empereur Claude. Et que la judéité, les Juifs, alors ils n'ont pas toujours été bien traités, Saint-Louis, bon. Mais même si un proverbe yiddish dit heureux comme un Juif en France, mais ils font partie, l'identité nationale est aussi construite parce que les Juifs lui ont apporté. J'ai grandi à Montpellier, dans une maison de famille qui était dans l'ancien ghetto médiéval. Bon, et à 2 pas de chez moi, il y avait un mikvé qui date du XIIe siècle. En quoi
les descendants des Juifs qui se baignaient dans ce mikvé montpelliérain au XIIe siècle sont liés à ce qui se passe au Proche-Orient. Ils peuvent évidemment avoir pour la terre promise une affection, j'allais dire, religieuse, philosophique. Mais en quoi sont-ils pris dans ce conflit ? D'ailleurs, je suppose que certains juifs français, ou français juifs, vous le mettez dans le sens que vous voulez, ont pris les armes, sont partis là-bas. Après, on peut se poser l'interrogation, est-ce qu'il y a double nationalité ? Est-ce que Bon. Mais il y a une histoire derrière tout ça. Il y a une histoire de persécution, de conversion forcée, de ghetto. Enfin, bon. Mais enfin, là encore, que des étudiants, et ce qui pour moi est le pire, parce que j'ai enseigné, des enseignants stigmatisent ou écartent des étudiants et des étudiantes parce qu'ils sont juifs, alors là, j'avoue ne pas comprendre. Il y a un sentiment pour les juifs français juifs, depuis Ilan Halimi, d'une répétition d'actes antisémites, en tout cas de juifs tués en France parce que juifs qui ne s'arrêtent pas depuis plusieurs années. La tuerie terroriste de l'école aux Aratora à Toulouse, vous l'avez rappelé, vous avez été plume du président Sarkozy. Qu'est-ce qui a secoué le pouvoir politique à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il s'agissait de dire, de transmettre ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est les mêmes mots, les mêmes grandes déclarations qui sont faites aujourd'hui, alors que pourtant rien n'est endigué ? Alors, vous touchez là un souvenir qui est personnel. Voilà. J'étais dans le bureau du président de la République lorsqu'il est revenu de Toulouse et qu'il avait dans les yeux ce qu'il avait vu sur les vidéos de surveillance et sur ce qu'avait fait Mera. Je ne donnerai pas de détails ici pour la mémoire de ces victimes, du père, des enfants et du grand-père qui vient de mourir, que je connaissais bien par ailleurs. Nous étions voisins. C'est le hasard de la vie. Le président était absolument horrifié. Horrifié. Nous en avons parlé, puisque ensuite, bon, il s'est prononcé. Mais vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy. Il y a eu des mots très forts. Alors on peut dire que ces mots écrits par des plumes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finissent par s'user. La République, c'est la... No passaran, enfin tout ça. Bon. Enfin, Mera a été mis hors d'état de nuire très rapidement. Et là encore, j'étais là, sous l'autorité permanente pendant 2 nuits du président de la République, qui lui-même supervisait aux opérations, ayant été ancien ministre de l'Intérieur, il savait, voilà. C'est lui qui a donné l'ordre de l'assaut. Ça, ce n'est pas des mots, ce sont des faits. Et lorsqu'il a été question, parce qu'il y a eu les petites victimes juives de l'école de Toulouse, mais il y a eu des soldats français, dont certains musulmans, abattus à genoux une balle dans la nuque, par le même. Parce qu'ils étaient des soldats français. Donc vous voyez, enfants juifs, soldats français, même punition. Et encore, des soldats sont des soldats. Bon, des enfants, c'est des enfants. Bon. Donc, nous sommes mis d'accord avec le président lorsqu'il a dû prononcer un discours à Montauban. Je m'en souviens, c'est moi qui l'ai écrit, et avec lui. On a passé une nuit. Et nous avons pris la décision de ne jamais prononcer le nom du terroriste. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que depuis, c'est ce qui se faisait. Et je trouve ça normal. Le terroriste n'a plus d'identité. Il est au-delà du criminel. Voilà. C'était aussi la volonté de Samuel Sandler. Il l'avait rappelé à chaque interview de ne pas prononcer le nom et de toujours prononcer le nom des victimes. Un grand merci d'avoir été notre invité ce midi, Camille Pascal.